Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Djibouti pour cette toute dernière édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Plus de 9200 candidats se sont présentés aux épreuves du brevet d'études fondamentales pour la session 2018. Le ministère de l'Éducation a entièrement décentralisé les épreuves du BEP. Et le Rwanda ratifie l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous entamons cette édition par ce message de condoléances du président de la République à son homologue ougandais. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé un message de condoléances à son homologue ougandais Yoweri Museveni suite à l'observation d'un deuil national de 3 jours dans ce pays après qu'un meurtrier accident de la circulation ait fait une quarantaine de morts. Dans son message, Ismaël Omar Guelleh a exprimé sa solidarité et sa compassion à son homologue ougandais et toute sa sympathie aux familles proches et amies des victimes de ce terrible accident. Le président Guelleh a en outre formulé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, précisant que le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignaient à lui pour faire part de leur soutien et amitié à la nation sœur ougandaise dans cette difficile épreuve. À l'Assemblée nationale, sous la présidence du député Jelma Kamoussare, la commission des finances et de l'économie générale s'est réunie ce lundi afin d'examiner le projet de loi adoption des comptes financiers de l'imprimerie nationale de Djibouti pour l'exercice 2015. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abi Youssef Sougué, accompagné du président du conseil d'administration et de l'agent comptable. Le ministre a expliqué que l'imprimerie nationale était confrontée en 2015 à des problèmes majeurs qui sont dus à des différents paramètres, notamment au non-renouvellement de ses machines et au non-respect de son droit d'exclusivité, qui est l'impression des documents officiels, ainsi que la publication des dossiers émanant des services d'État ou des organismes placés sous sa tutelle. En 2017, le président de la République a entièrement rééquipé l'imprimerie nationale. Il a ajouté que les résultats escomptés se manifesteront sur les prochains exercices. Les parlementaires ont fait part au ministre que la commission a remarqué un laisser-aller pour les établissements publics et pour cette raison, ils ont dressé une liste de recommandations pour tous les établissements publics. Ils ont observé entre autres le retard de la transmission de comptes financiers, le strict respect de la loi cadre portant définition et gestion des établissements publics, le respect de la feuille de route tracée par le président de la République pour chaque département. Et au terme de la réunion, les commissaires ont émis un avis favorable avec les amendements et ont transmis le projet de loi pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Autre réunion de la commission, cette fois s'agissant des affaires étrangères. Sous la présidence du député Abdulrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie ce lundi, le gouvernement étant représenté par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, lequel est accompagné de plusieurs au cadre de son département. L'ordre du jour de cette séance a porté sur l'examen de 3 projets de loi, à savoir le projet de loi numéro 220 de l'année 2018 portant adhésion et ratification de statut du Fonds africain 50 et le second projet de loi a porté sur la ratification de l'accord de signer entre la République entre la République de Djibouti et le Fonds pour le développement économique arabe, et ensuite le projet de loi numéro 11 de l'année 2018 toujours portant ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Et on va voir donc justement plus en détail de ces 3 projets de loi à l'ordre du jour de cette séance avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonsoir Asma. Bonsoir. Et on va commencer avec ce projet de loi numéro 220 de l'année 2018 qui porte sur l'adhésion et la ratification du statut du Fonds africain 50. Eh bien, ce projet de loi Asma stipule, donc il a pour objet l'adhésion et ratification du statut du Fonds africain structure panafricaine de financement des projets dans le
siège est des projets donc dont le siège est au Maroc. Le Fonds Africa 50 est composé de deux institutions. Une composante Africa 50 financement des projets qui est un guichet dédié au financement des projets d'infrastructures stratégiques, notamment dans le projet qui est un guichet de transport, qui est dans l'énergie, le transport, l'eau est une composante donc Africa 50 développement, un projet un projet dont le gouvernement est diversifié ses sources de financement et trouver donc ainsi des solutions alternatives au recours des emprunts de l'État et de sa garantie. Et on fait le point avec vous, donc toujours à l'Assemblée nationale, sur ce second projet, Ali, portant cette fois sur la ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe. Effectivement, donc lors de cette commission, le ministre de l'énergie chargé de ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, était présent. Ce projet de loi a pour objet la ratification d'un accord de prêt de 800 millions des dinars koweïtiens entre la République de Djibouti et le Fonds koweïtien pour le développement arabe. Ce projet est destiné au financement de la construction d'une centrale de 15 MW dans la zone de Galalakoma et comprend notamment la construction d'une dizaine de puits pour la production de vapeur et d'eau récupérée. Ce projet vise également à protéger l'environnement des contaminants provenant des centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles. Le financement de la centrale d'énergie géothermique contribuera ainsi aux efforts du gouvernement dans la satisfaction de la demande d'électricité dans notre pays et va diminuer donc considérablement l'importation des combustibles d'électricité et va diminuer donc également les frais d'électricité. L'adoption de ce projet s'inscrit dans le cadre de la diversification stratégique des énergies et plus précisément la mise en valeur des potentialités dont notre pays regorge en matière de géothermie. Et enfin, ce dernier projet, portons sur la ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements donc entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Le projet numéro 18 de l'année 2011 à la ratification de cet accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements. Celui-ci est signé le 25 septembre 2013 entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Cet accord bilatéral a pour finalité de promouvoir la coopération économique entre les deux nations, notamment par l'assurance d'une meilleure protection juridique des investisseurs des deux pays contre les risques qu'ils encourent. Ce principe d'encouragement se traduit également par la conformité à la norme du droit international, notamment par l'application d'un traitement juste et équitable. Il faut le savoir, après ce débat instructif et riche entre les parlementaires et les deux ministres, en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances et d'autre côté le ministre de l'énergie, les commissaires ont donné leur avis favorable quant à l'adoption de ces projets lors de la prochaine séance publique. Merci Ali pour ces précisions. Tout à fait autre chose avec cette opération de distribution de vivres. En ce 12e jour du mois béni du Ramadan, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Meouki, a procédé à la distribution des vivres au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de son département. Des denrées alimentaires constituées de sacs de riz, de sacs de sucre, de farine, d'huile et des dattes ont été remises à une centaine d'agents du département de la Santé n'ayant pas de gros revenus ou dont les salaires sont jugés faibles. Une attention particulière a été également accordée au personnel sinistré du ministère de la Santé qui, en les demeures, ont subi des dommages lors du passage du cyclone Sarraj. Brancardiers, femmes de ménage, gardiens ou encore manœuvres ont bénéficié de cette gracieuse donation. Une noble cause à laquelle auront participé tous les directeurs, les cadres et les employés les mieux lotis du département de la santé pour mutualiser les dons au profit de leurs frères et sœurs disposant de faibles revenus. Le mois du Ramadan étant par excellence un mois de partage et de générosité, le ministre de la Santé s'est déclaré satisfait de cette action de solidarité.
Celle-ci est la manifestation d'un élan de solidarité et de bienveillance à l'égard du personnel le moins loti. Le ministre de la Santé a par ailleurs indiqué que cette action solidaire s'inscrit dans la droite ligne des recommandations du chef de l'État qui promeut le raffermissement de la solidarité au sein d'une administration à visage humain, soucieuse du bien-être de ses employés. Selon le ministre, vous l'entendrez, les opérations de distribution se poursuivront jusqu'au poste de santé le plus éloigné afin de remettre les dotations en main propre à chacun des bénéficiaires qui auront été sélectionnés. Et dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Maouki, a souligné que ce geste de générosité à l'égard des plus nécessiteux est une obligation morale qui apporte la miséricorde divine et la bénédiction en ce mois béni du Ramadan. Le ministre a par ailleurs souligné qu'une attention particulière a été accordée au personnel de la santé qui ont souffert des dernières intempéries. Écoutons le ministre de la Santé. Instructions et les recommandations du président de la République, nous procédons chaque année de pouvoir octroyer des vivres aux personnes les plus nécessiteuses du ministère de la Santé, c'est-à-dire les personnes qui ont un revenu très faible, telles que les femmes de ménage, les gardiens, les brancardiers, les chauffeurs, et cela émane du responsable du ministère de la Santé. Tous ceux qui ont un peu de moyens aident ceux qui n'ont pas le moyen pendant le mois de Ramadan. Et puis nous avons aussi une partie des gens qui ont eu des problèmes lors de la pluie la semaine dernière. Ainsi, comme vous le voyez, 1000 familles du ministère de la Santé profiteront aujourd'hui, Inch'Allah, de ces vivres que nous allons leur distribuer. Ces vivres sont de la farine, du riz, de l'huile, du sucre et des dattes. Donc cela leur permettra de pouvoir avoir les vivres pendant un mois ou 2 mois, Inch'Allah. Et cela sont les recommandations du président de la République qui, à chaque fois, nous recommande d'être solidaires avec les gens les plus nécessités ou ceux qui ont des ressources faibles. Et Inch'Allah, je pense que ceux qui ont donné et qui ont contribué à cette noble cause, Dieu, Inch'Allah, leur bénéficiera eux aussi de bénédictions, Inch'Allah. Merci beaucoup et Ramadan Karim pour tout le monde. Je le disais en titre, plus de 9200 candidats se sont présentés aux épreuves du brevet d'études fondamentales pour la session 2018, à l'instar des examens de l'OTI. Le ministère de l'Éducation nationale a entièrement décentralisé les épreuves du BEF sur l'ensemble du territoire national. Cette année, les examens sont donc placés sous le signe de la décentralisation et de l'inclusion, puisque les candidats des régions n'ont plus besoin de faire le déplacement dans la capitale pour passer les épreuves et connaître leurs résultats. Ils sont servis dans leur région, au plus près de leurs proches. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué son habituelle tournée d'inspection et de supervision les centres d'examen de la capitale. Le ministre était accompagné dans ce déplacement de l'édile de la capitale, Madame Fatouma Awali Ousmane, de ses proches collaborateurs et des hauts cadres de son département. La délégation conduite par le ministre s'est rendue successivement dans les collèges de Fukuzawa, Sharaf, Ambouli, Boulaos et Charles de Foucault. À chacune des étapes de la visite, le ministre et la maire ont pu observer et juger de la qualité de l'organisation matérielle, des échanges, des épreuves. Ils ont eu quelques échanges avec les responsables pédagogiques et les chefs de centre pour s'enquérir du bon déroulement des examens. Le ministre et la maire ont été entièrement satisfaits de leur constatation et ont félicité les chefs de centre et les enseignants ainsi que les superviseurs qui assurent le bon déroulement des épreuves. L'autre fait marquant, c'est la tournée effectuée par le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, qui s'est rendu successivement dans les régions d'Ali Sabié, d'Ikil et Arta pour s'assurer du bon déroulement des épreuves dans les régions de l'intérieur. Le ministre doit poursuivre cette tournée dans les régions du Nord, Tadjoura et Obok dans la journée de demain. Et écoutons le mot de la directrice de l'enseignement public, Madame Noula Elabé. Lundi 28 mai 2018 ont débuté les épreuves de BEF 2018 dans la capitale et dans les 5 régions de la République de Djibouti. Quelques 9194 élèves ont composé dans les différents centres. La nouveauté cette année, c'est que le BEF est décentralisé. Donc, chaque région a son propre président de jury, son propre secrétariat
Les épreuves seront corrigées dans chaque région et les résultats y seront proclamés juste avant la Eid. Lors de sa tournée, M. le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle était accompagné par Mme la maire Fatouma Ousmane Awale, ce qui nous montre que cette décentralisation est bien entamée. Alors je profite de cette occasion pour souhaiter à tous les candidats de la République de Djibouti une très bonne chance et une bonne réussite. Sans transition, les épreuves d'évaluation dites objectifs terminales d'intégration ou OTI se sont donc déroulées simultanément hier sur l'ensemble du territoire pour les élèves de 5e année. Ainsi, à Ali Sabié, tous les élèves de 5e année de la région d'Ali Sabié ont été conviés à concourir aux épreuves de l'OTI. Sur l'ensemble de la région d'Ali Sabié, quelques 781 élèves y en préparent. Les épreuves se sont bien déroulées dans l'ensemble de la région. Chefs d'établissement, enseignants et personnel administratif étaient présents à leur poste et ont travaillé avec abnégation durant cette journée. Une délégation conduite par le préfet de la région, Mohamed Abri Assowe, comprenant également le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouass, le chargé de la commission des examens de la région d'Ali Sabié, l'inspecteur Farah Douali Ladié, s'est rendu dans les centres d'examen de la ville d'Ali Sabié. Rappelons que cette délégation avait à sa tête donc le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, et l'inspecteur Farah Douali Ladié a explicité à la presse le déroulement des examens. Écoutez. وهر سعودة وزيرك وزارة دبلانة الماملكة أحمد محمد عرامس إياه مانتا كورمير كمريا قبل. Et pour la région de Bok, ils étaient 314 élèves issus de 13 écoles à passer les épreuves. Ce sont des élèves des écoles de Alaïli Dada, Andeli, Kolangar, Lahassa, Wadi, Rouré, ainsi que d'autres localités, et 2 écoles de Bokville. La nouveauté de cette année est que les élèves de l'école Al-Rahma de Bok ont eux aussi passé les épreuves pour la première fois. Ils étaient 20 candidats. C'est depuis l'année dernière que les examens de l'OTI pour les élèves de 5e année ont eu lieu sur place. Cette décentralisation est fortement appréciée. Cela signifie que les examens se déroulent dans un environnement proche ou de proximité à la satisfaction des parents. Cela signifie également que la correction des copies, la saisie de notes et les délibérations des résultats se font au niveau de chaque région. Le président du jury affecté pour la région étant M. Ahmed Hamadou Ibrahim, l'inspecteur de l'éducation nationale. Ce dernier a été appuyé par le préfet de la région, Hassan Dabali Ahmed, et le président du conseil régional, Mohamed Ahmed. Nous sommes dans l'organisation de l'ETI 5e année dans la région de Bok. Les quelques 314 candidats ont participé, ont passé l'ETI dans 2 centres de la région de Bok. C'est depuis l'année dernière que l'organisation de l'ETI soit décentralisée dans toutes les régions. La nouveauté de cette année, que les élèves de l'école Ar-Rahma, les élèves, les enfants orphelins ont participé, ont passé pour la première fois l'OTI 5e année. Ils étaient pour le moment au nombre de 20 élèves. À cet effet, je remercie Monsieur le préfet de la région et le président du conseil régional pour leur soutien indéfectible pour que cette OTI, cette organisation, ait un succès. Donc c'est les propos du président du jury pour la région de Bok pour les épreuves de l'OTI. Et ces épreuves d'évaluation dites objectifs terminales d'intégration se sont donc déroulées simultanément hier sur l'ensemble du territoire pour les élèves de 5e année à Dikil cette fois. Sur l'ensemble de la région, quelques 1183 élèves y ont pris part. Les épreuves se sont bien déroulées dans l'ensemble de la région. Chefs d'établissement, enseignants et personnel administratif étaient présents à leur poste et ont travaillé
avec abnégation durant toute la journée. La ville de l'Unité comptant 8 centres d'examen, une délégation conduite par le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, comprenant également le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, le chargé de la commission des examens de la région d'Ikil. L'inspecteur Walsam Omar s'est rendu dans les centres d'examen de la ville de d'Ikil. Ce 27 mai 2018, comme dans l'ensemble du pays, le TI a commencé dans la région d'Adikil. Il y a 8 centres qui constituent la région, 4 qui sont dans le chef-lieu et 4 qui sont dans la sous-préfecture. Donc un total d'élèves de 1183 élèves candidats se sont présentés. Il n'y a pas d'absents, les enseignants sont tous là. Et comme l'a bien dit le président du conseil régional, cette année aussi, pour la deuxième année consécutive, le ministère a décentralisé la correction, les saisies, tout se passe ici. Et même on a ajouté le PEP cette année. Donc je peux vous dire que la décentralisation est en marche. Et que je vais sans oublier remercier le président du conseil régional et le préfet qui nous ont beaucoup aidé surtout pour l'achèvement des sujets. Je dis merci beaucoup monsieur le préfet, merci beaucoup monsieur le président du conseil régional. Et je crois que tout se passe bien, tous les ingrédients sont réunis et nous n'avons aucun incident. Alhamdulillah. Même chose à Tadjoura, à l'instar des autres régions du pays. L'examen de l'OTI session 2017-2018 s'est déroulé dans la région où les centres d'examen ont ouvert leurs portes à 6h30. En total, 920 élèves étaient inscrits dans toute la région de Tadjoura. Une délégation conduite par l'adjoint du préfet de la région, Habib Djilani, composée du vice-président du conseil régional, Abdou Omar, de l'inspecteur responsable de cet examen et des conseillers pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Cette année, la correction de l'examen de l'OTI, la saisie de notes et la proclamation des résultats se sont déroulées sur place au siège de l'inspection régionale. À cette occasion, nous avons visité avec les présidents de jury, avec les chefs des centres, quelques centres d'examen. Nous avons constaté de visu les bons déroulements des épreuves. Les enseignants convoqués ont été présents. Les jeunes candidats ont une concentration totale. Je ne peux que souhaiter plein succès. Je remercie les organisateurs qui ont préparé minutieusement ces examens. C'était 2 années consécutives. Les ministères de l'Éducation ont décentralisé l'OTI, la correction, les saisies, l'anonymat se feront dans les centres d'examen. Inch'Allah, le taux de réussite sera élevé. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ces épreuves d'évaluation, objectifs, terminal et intégration OTI. Ceci à la présent, le secrétariat d'État chargé des affaires sociales en partenariat avec ses différents partenaires techniques a lancé aujourd'hui des opérations de distribution donc des dons alimentaires aux sinistrés des inondations. Les inondations ont touché également 2 quartiers de la commune de Belbala, à savoir Longo-Vallée et Pompage. Ces distributions se dérouleront pour une période d'une semaine sans des guichets sociaux de la commune de Belbala. Un travail de recensement et d'enquête sur le terrain s'effectue parallèlement. Les pluies diluviennes qui ont touché la capitale ont affecté près de 2000 ménages. Les travailleurs sociaux du secrétariat d'État en charge des affaires sociales étaient présents sur le terrain dans les différents quartiers de la capitale pour identifier et recenser les ménages les plus touchés par cette catastrophe naturelle. Les aides se composent d'un lot d'aides alimentaires, d'ustensiles de cuisine, de matelas, de draps et de couvertures notamment. Écoutons le mot du chef de service du département en charge des affaires sociales. enveloppe ay ku jiraan 3 bon oo kala ah mid raashin ku qaadneen mid ay ku qaadan doonaan Dans le reste de l'actualité, le stade Goulet a abrité ce matin une cérémonie de remise d'un important lot d'équipements sportifs composés de ballons de basket, de football et de volley
aussi des raquettes de tennis, de table, des filets et enfin des sifflets au profit de plusieurs associations sportives et ainsi qu'aux responsables des CDC par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Cette action s'inscrit en ligne droite de la feuille de route du département établie conformément à la volonté politique du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui a fait de la jeunesse sa priorité. Ainsi, dans ce cadre, ces équipements permettront d'offrir aux jeunes des moments de partage et d'épanouissement dans la pratique d'une activité physique et sportive durant le mois béni du Ramadan, afin de garder la forme, comme dit le dicton, un esprit sain dans un corps sain. À cette remise, s'est donc déroulé en présence du conseiller technique en sport, Mohamed Ahmed Salem, de l'inspecteur général, M. Moussa Ali Mohamed, ainsi que les directeurs des sports, Abshir Ali, du directeur des régions, Omar Hassan, et de la directrice des CDC, Mme Nouraya Hassan. Cette dernière s'est déclarée satisfaite de l'octroi de ces équipements et que les structures dont elle avait la responsabilité étaient mobilisées pour l'organisation des activités sportives, mais aussi des activités culturelles et de société. Le conseiller technique en sport, M. Mohamed Ahmed Salem, a dans son intervention encouragé les mouvements sportifs à doubler d'efforts dans la promotion des activités sportives et a rappelé que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, avait donné des instructions claires et fermes pour œuvrer main dans la main avec ces mouvements afin de leur apporter toute l'aide nécessaire dans la réalisation de leur mission. Je propose de l'écouter. Pour procéder, comme à l'accoutumée, chaque année, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport organise chaque année les remises des matériels au début et à la fin aussi les remises des récompenses à la fin. Ici, je pense que vous êtes ici pour pouvoir avoir les matériels d'organisation comme chaque année au niveau de chaque CDC, au niveau des associations de quartier et au niveau des régions également. Les régions aussi sont compris. Donc, tout de suite, on va passer à la remise de la cérémonie de remise des matériels. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons faire le point sur les récentes inondations qui ont causé beaucoup de dégâts matériels dans notre pays. La société de télécommunications Djibouti Télécom n'a pas été affectée par les vents violents et les orages qui se sont déchaînés sur la capitale et ses périphéries. Le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assouebou, a dans une interview mis en exergue hier que la première société de télécommunications n'a pas privé les Djiboutiens d'être connectés avec le reste du monde. Quelques petits dégâts, des interruptions des services dans certaines zones, certains quartiers. La situation est redevenue normale donc, à partir donc, du dimanche soir et lundi. Il y a toujours quelques abonnés qui n'ont pas de services dans certains quartiers suite à des dérangements, donc suite aux intempéries. Donc les équipes travaillent. Hier, les équipes me disaient que le taux de dérangement est redevenu à la normale. Donc, ce qui fait qu'ils ont absorbé la majeure partie des dérangements qui étaient causés par les intempéries. Sur le plan régional, puisque nous travaillons aussi, nous, Djibouti Télécom, on travaille sur le plan national, mais également sur le plan régional. Sur le plan régional, donc, la fibre optique qui relie Djibouti à la Somalie était également endommagé à deux endroits, à 58 km de notre frontière et à un autre endroit à 94 km également de notre frontière. Donc on a deux points qui étaient situés donc en territoire somalilandais. Nous avons donc porté assistance donc à notre partenaire somalilandais et l'équipe de Djibouti Télécom a colmaté et réparé donc la panne donc de la fibre qui était survenue à 54 km de notre frontière. Comme d'ailleurs vous l'avez vu, comme notre État donc a également donc porté assistance aux habitants donc du Somaliland donc suite aux intempéries et aux énormes dégâts qu'ils ont subis dans cette région. Il y a eu même plusieurs morts d'hommes. Concernant la fibre avec l'Éthiopie, il y a eu également donc une coupure donc après donc Galafi
donc après la frontière, donc côté d'Ikil, mais le trafic était secouru par la liaison que nous avons avec les Éthiopiens, donc via Galilée. Donc il n'y a pas eu d'interruption donc des trafics donc pour notre partenaire Ethio Telecom. Enfin, donc nous avons donc vu ensemble comment réactiver le plan de gestion des crises de Djibouti Telecom. C'est un plan qui existait depuis 2010 pour essayer de prévenir donc dans le futur tout risque donc dû à une catastrophe naturelle. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec vous, Fardous Hussein. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence avec la Libye. En Libye, la France organise un nouveau sommet de sortie de crise. Et oui, Esma, c'est demain qu'une conférence sur la Libye se tiendra à Paris à l'initiative du président Emmanuel Macron et en présence des hauts responsables libyens dans le but d'avancer sur la mise en place d'un climat propice à l'organisation d'élections dans ce pays plongé dans le chaos depuis 2011. Cette réunion organisée sous l'égide de l'ONU doit également rassembler des représentants de 19 pays impliqués dans le dossier libyen. Elle verra également la participation du président congolais Denis Sassou Nguesso qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye aux côtés du chef de mission de l'ONU pour la Libye chargé donc de superviser ce processus. Cette délégation du Parlement européen s'est rendue la semaine dernière en Libye pour la première fois depuis 6 ans, a appelé donc les pays de l'Union européenne à agir de façon concertée avec ce pays donc concernant le sujet de ce pays en proie au chaos. Il s'appelle Mamadou Gassama. C'est le jeune malien qui a sans papier, qui a escaladé un immeuble parisien pour sauver un enfant suspendu dans le vide. Il a été reçu aujourd'hui à l'Elysée. Emmanuel Macron a suggéré aux héros de faire une demande de naturalisation. Tout à fait, Asma. Mamadou Gassama, le jeune malien sans papier qui a escaladé un immeuble parisien pour sauver un enfant suspendu dans le vide, a été reçu par le président Emmanuel Macron. Par ailleurs, Mamadou Gassama intégrera une brigade de pompiers de Paris et a également donc fait savoir que le président donc Emmanuel Macron a fait savoir depuis la diffusion samedi d'une vidéo montrant le spectaculaire sauvetage de nombreuses personnalités politiques, avait demandé que la situation de ces jeunes Maliens soit régularisée. Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux et a révélé par le Parisien, on voit Mamadou Gassama escalader plusieurs étages à main nue en quelques secondes pour secourir à temps l'enfant agrippé. Le père de l'enfant Asma a laissé sans surveillance pour sa part été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête confiée par la brigade de protection des mineurs. Et la présidentielle en Colombie, second tour de la présidentielle inédit en juin. Et oui, Asma Ivan Duque, 41 ans, et Gustavo Petro, 58 ans, se retrouveront le 17 juin pour un face-à-face inédit en Colombie, pour la gauche minoritaire souffrait jusque-là de la violente lutte des guérillas pour le pouvoir. Cette présidentielle, où la droite dure tant de reconquérir la présidence, va peser sur l'avenir de l'accord de paix signé en 2016 avec la puissante rébellion des Amériques, un texte qui a polarisé une société meurtrie par une guerre fratricide, la plus longue du continent. Outre modifier le pacte avec les FARC, Ivan Duque promet d'éradiquer la drogue, la corruption et de relancer ainsi la 4e économie d'Amérique latine en berne avec moins de 1,8% de croissance. Son rival donc Petro du mouvement de Colombie, Asma humaine, a séduit la foule avec un programme de réforme économique favorable au plus ample, mais se voit reprocher ses accointances donc avec le défunt président vénézuélien Hugo Chavez. Et pour finir, Fardous, on fait le point avec vous sur cette équipe américaine qui est en Corée du Nord pour planifier un sommet avec le dirigeant nord-coréen. C'est ce qu'a indiqué le président Donald Trump. En effet, Asma, des négociateurs américains sont à Pyongyang. Une équipe américaine est en Corée du Nord où le département d'État et le ministère sud-coréen des Affaires étrangères ont tous deux déclaré que les autorités américaines et nord-coréennes avaient entamé des pourparlers dans le village coréen de Pyongyang où chevauche donc la frontière à l'intérieur de cette zone démilitarisée où se tiendra apparemment donc le prochain
rendez-vous entre Pyongyang et Kim Jong-un. Merci Fardous Hussein pour toutes ces précisions. C'est tout pour ce journal et merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.